Aujourd'hui je vous présente une sélection de 10 romans dont je suis persuadée d'aimer la lecture au point d'avoir des futurs coups de cœur. Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai hâte de partager avec vous puisqu'il s'agit des romans dont je suis persuadée que je vais avoir un futur coup de cœur et ce sont des romans que j'aimerais lire pour l'année 2025. Alors est-ce qu'ils seront dans mon top 10 de la fin d'année? Peut-être que certains oui, peut-être que certains non, peut-être que j'ai trop d'attentes pour ces livres et que donc j'ai trop d'impatience et que je finirai peut-être par être déçue par l'un d'entre eux et que ce sera complètement une déception, mais aujourd'hui ce sont les livres qui me tentent le plus dans ma pile à lire mais que je me garde également tout au long de l'année car je veux les savourer et les déguster. Vous allez voir, ma sélection est assez variée puisqu'il y a des one shot mais il y a également la poursuite de sagas dont j'ai eu un coup de cœur en 2024 et donc c'est peu surprenant de retrouver la suite en 2025, mais également des livres qui parlent de la mythologie grecque et certains de fantasy. Bref, c'est tout de suite parti. On commence avec les suites de sagas dont j'ai eu un coup de cœur en 2024 et que je souhaite poursuivre en 2025, donc j'ai énormément d'attentes. J'espère autant avoir un coup de cœur que ceux de 2024, mais j'ai aussi beaucoup d'appréhension et c'est notamment le cas avec ce titre que je vous présente. Il s'agit de Impitoyable Serment, donc le deuxième tome de Divine Rivalité, écrit par Rebecca Ross, dans lequel donc nous allons poursuivre ce couple que forment les deux adolescents du premier tome qui vont devoir surmonter des épreuves, et au vu du cliffhanger du premier tome, je pense qu'il est plein de surprises et j'ai bien hâte de voir comment tout cela va se terminer. Il est bien plus épais que le premier, je dirais qu'il est quand même pas 2 fois plus gros, mais on est quand même sur quelque chose de plus dense, on est sur plus de 500 pages. J'ai très hâte, j'ai beaucoup d'impatience et d'appréhension également parce que j'ai vraiment envie que ce soit un réel coup de cœur comme le premier tome, et je sais que dans ce deuxième tome on rentre un peu plus dans le world building, donc dans l'installation de ce contexte de guerre qui s'installe entre deux divinités, et on va donc avoir cette présence et cette omniprésence de ces pouvoirs magiques qui se développent et de cet aspect de la guerre plus que de la romance, puisqu'on est dans une romantaisie finalement. Et dans le premier tome c'est vrai qu'on s'axait un peu plus sur le développement de cette relation sans pour autant comprendre les tenants et les aboutissants du monde politique, et donc j'ai bien hâte d'avoir cet approfondissement dans ce deuxième tome que j'attends et que j'ai acheté vraiment dès sa sortie. Je voulais le lire mais évidemment j'étais dans les rushs de fin d'année de décembre, donc je me suis dit que c'était pas le moment pour pouvoir le lire comme il faut et l'apprécier à sa juste valeur, alors il attend sagement pour que je puisse le lire lorsque j'aurai le temps de le dévorer. Autre suite de saga dont je suis certaine que ça va être un coup de cœur, et j'ai eu le privilège de l'avoir en avant-première puisque j'ai réussi à avoir les épreuves non corrigées sur le salon du livre de Montreuil. Donc il s'agit du tome 2 de Noblesse Oblige, écrit par Mewen Alix, et donc là on est sur Liberté Oblige, et je vous avoue que je ne vais pas du tout me spoiler pour le livre, je n'ai même pas lu le résumé et j'ai pas vraiment envie de le savoir. En fait ça m'intrigue énormément parce que c'est vrai que le premier livre on peut le prendre en un one shot. Je me demande en fait où va nous mener l'autrice. Je pense qu'il y a énormément de choses encore à dire au vu de tout ce qu'on a vécu dans le premier tome, parce qu'on a vécu des aventures dont on ne s'y attendait absolument pas, et je pense que derrière il y a énormément de petites choses à creuser. Là je sais pas quelle tournure ça va prendre étant donné la fin du premier et des révélations qu'on a eues. Est-ce qu'on va retourner sous cette forme de télé-réalité qui s'est installée chez les nobles et cette cette quête d'avoir donc des jeunes non nobles devenir des nobles à travers cette télé-réalité très étrange pour avoir une ascension sociale? Au vu de tout ce qui s'est passé, je me demande quelle va être la place aussi de Gabrielle, qui est donc l'héroïne principale, qui je rappelle était donc originaire de la révolte, en tout cas elle était du côté des révolutionnaires, mais elle a été donc intégrée dans ce système de télé-réalité dont elle voulait évidemment donner des informations aux révoltés, mais les événements l'ont évidemment dépassé et elle s'en est emparée évidemment pour pouvoir essayer de renverser le système. Alors comment on va suivre du coup l'avancée de cette société française qui n'a pas connu la révolution de 1789 mais qui est donc à la pointe de la technologie? J'ai hâte parce que ça me paraît vraiment mystérieux, et vous savez, vous connaissez mon amour pour tout ce qui va être royauté et justement c'est un peu cette mélange avec la télé-réalité. J'avais eu un réel coup de cœur pour la sélection, là j'ai eu un réel coup de cœur pour le premier tome, donc là je suis aussi très surprise de voir où cela va nous mener parce qu'on est encore sur un livre qui fait 2 fois la taille du premier tome, donc j'ai hâte vraiment de le découvrir.
On continue sur la suite des coups de cœur de 2024 que je souhaite poursuivre en 2025. Il s'agit du deuxième tome de L'Engrange-Temps écrit par Miel Pfeiffer. Donc là nous sommes encore une fois dans un livre, dans le premier tome qui pouvait se suffire à lui-même, où ça aurait pu être un one shot. Mais pour autant nous avons une suite, c'est une duologie donc on n'attend pas de suite pour la fin de cette saga. Et je suis vraiment très curieuse de voir où on va aller, puisque je vous rappelle que cette protagoniste principale s'est mise dans de beaux draps dans le premier tome. Très difficile de vous en parler sans vous spoiler, mais évidemment il va y avoir une question de voyage dans le temps, vous vous en doutez bien, et à un moment donné elle va tenter plusieurs fois de revenir dans le présent, sauf que quand on revient dans le passé et qu'on modifie un tout petit peu un événement, et ça a des répercussions sur la suite. Donc tout au long du livre j'ai souhaité qu'elle revienne chez elle, mais en même temps j'ai très vite compris que c'était impossible qu'elle reprenne sa vie d'avant. Alors comment va-t-elle poursuivre sa vie dans ce nouveau monde qu'elle appréhende? Est-ce qu'elle va tenter peut-être de refaire un saut dans le futur pour regagner son espace-temps? J'en doute très fortement, mais j'ai hâte de voir aussi parce que là on est avec une romance intrigante et j'ai encore un petit peu de réticence avec certains personnages, donc à voir leur évolution, puisqu'en plus dans le premier tome elle est partie loin de là où elle était, sauf que je pense qu'au vu de la personne qui se trouve sur la 4ème de couverture, elle va vite venir les rejoindre. Dans quelles circonstances et pourquoi faire, ça c'est une surprise. Dernier livre que je vous présente qui est une suite de saga dont je pense que je vais avoir un coup de cœur. Il s'agit du tome 5 de Keleana, donc le trône de glace, ça s'est renommé enfin. Très difficile là de vous en parler évidemment puisque nous sommes sur un 5e volume, mais il y avait beaucoup d'action pour le tome 4. Je crois que ça fait partie de mon favori avec le tome 1. Il est vrai que le tome 2 et le tome 3 on a un petit peu plus de mal à avancer, d'autant plus que je viens de terminer les chroniques qui sont un petit peu des préquels à l'histoire de Keleana, mais qu'il est recommandé de lire un petit peu plus tard dans l'histoire pour ne pas être trop spoilé. Et donc là je vais pouvoir poursuivre l'histoire principale avec ce 5e tome, mais je crois que je dois le lire en tandem avec le 6e, et c'est pour cette raison que je pense que je vais avoir un peu de mal et que je vais faire traîner cette lecture peut-être pour cet été. Je présente le 5e parce que je sais très bien quel est le personnage principal du 6e, et c'est pas mon personnage préféré, ça peut être un réel coup de cœur et une réelle découverte également, mais je pense que celui-ci je vais davantage l'apprécier que le tome 6. Mais voilà, cette lecture tandem va être une expérience inédite que je vais tenter de réaliser cette année. Bon, c'en est terminé pour les suites de saga. Je vais passer à la présentation des livres autour de la mythologie grecque dont je pense qu'ils vont être un réel coup de cœur. Je n'ai qu'un livre d'une autrice qui n'est pas française, alors on va commencer par celui-ci. Il s'agit du premier tome d'une trilogie, donc là c'est Pénélope Renditak écrit par Claire North, que j'ai acheté évidemment en collection hardback là comme ça, tellement beau, très bel objet livre. Et donc eh bien on suit la réécriture du mythe de l'Odyssée et donc de l'Iliade à travers cette fois-ci une réécriture plus féministe et engagée du côté de Pénélope. Comment elle vit justement cette absence de son mari qui est parti à la guerre de Troie, pardon. Dans le deuxième tome il s'intitule Le Palais d'Ulysse et j'ai eu que des retours très positifs sur cette lecture, très contemplative. J'ai très hâte de le lire, mais j'attends toujours pour la période du printemps. Je trouve que c'est la période idéale pour les récits de la mythologie grecque. Me demandez pas pourquoi, c'est juste que je fonctionne en fonction des saisons et pour moi la mythologie c'est à la période du printemps. Voilà. Après on met à l'honneur donc des autrices françaises qui ont écrit autour de la mythologie grecque, et en réalité il n'y a pas que mythologie grecque, je vous ai un peu menti, mais on va continuer donc avec celui qui est vraiment ancré dans la mythologie grecque. Il s'agit de Atalante de Cassandre Lambert, où on a donc également une réécriture d'une héroïne badass qui va être au cœur donc de ce récit et que j'ai très hâte de découvrir. Comme vous pouvez le voir elle fait partie donc des Amazones je crois, hein. C'est en tout cas partie, ou peut-être oui voilà, elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne, qu'importe le devoir de réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios, pardon, le fils d'Apollon. Donc on va évidemment suivre ces rebondissements, ces tragédies, cet amour interdit qui va naître entre ces deux personnages. Bref, j'ai très hâte de lire et de découvrir cette réécriture.
Bon après du coup nous sommes dans des univers inspirés de la période antique. Nous avons dans un premier temps Conjuration, écrit par Blue Guillois, il me semble Guillou c'est écrit ici, j'étais en train de chercher son nom sur la couverture, où là comme vous pouvez le voir on va être dans une inspiration de l'Empire romain. Alors je vais vous lire le résumé juste derrière parce que j'avoue que je ne m'en souviens plus très bien. Otage intégrée à la noblesse de l'Empire, d'Urps depuis la chute de son royaume, Livia est aujourd'hui fiancée à Caius, le fils cadet de l'empereur. Elle entend assassiner Agrippine, l'héritière du trône, pour mettre Caius à sa place et influencer sa politique. Mais lorsque l'empereur décède brutalement, la position de Livia est fragilisée. Agrippine, qui lui voue une haine farouche, est prête à tout pour l'isoler, jusqu'à menacer celle qu'elle aime. Ceux qu'elle aime. Ceux. Pourtant, malgré les risques, Livia ne compte pas renoncer au pouvoir dont elle est si proche. Autour d'elle, les obstacles se multiplient. La famille impériale se retrouve victime d'attentats, un vent de rébellion s'agite dans l'Empire, la paranoïa d'Agrippine gagne en puissance et Caius se met à agir étrangement. Entre magie dangereuse, complot et secret, Livia parviendra-t-elle à assouvir ses ambitions et à reprendre le contrôle de sa vie? Bref, c'est toute une histoire de la période de la Rome antique, c'est tellement trop intéressant. Le complot politique, tout ça, ça m'a l'air extrêmement bien. Et on termine cette sélection par La Bénie de Césarée, écrit par Liz Chrysler. Également nous sommes dans une inspiration de l'époque antique avec une réécriture. Franchement l'objet livre là chez Gulfstream il est juste sublime. Là ils nous ont fait des très belles illustrations également. Bref, je vous relis également le résumé si jamais vous ne connaissez pas cette lecture. Voilà, 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verena, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que, dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi Xiaran Arthos est capturé, Verena en est convaincue, il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Évidemment, c'est tout ce que nous aimons en fait. Les complots politiques mélangés à des histoires d'amour, ça ne peut que mal se passer et on adore ça. Et je termine cette sélection de futurs coups de cœur par 2 livres qui ont été écrits par la même autrice, qui ont fait beaucoup parler d'eux par leur justesse et le sujet très touchant dont ils abordent. Il s'agit des 2 romans de Rebecca F. Kuang, donc nous avons Babel et Yellowface. Dans les 2 cas, nous abordons le monde littéraire à travers des personnes en minorité et qui vont se retrouver en fait finalement discriminées par les différentes personnes qui sont autour d'eux, que ce soit l'État, l'université pour Babel ou pour Yellowface par une amie. Dans Yellowface, nous sommes dans une histoire où l'une des amies va décéder et l'autre va décider de reprendre son manuscrit et de le publier en faisant croire que c'était elle pour pouvoir en fait gagner en popularité. Mais son roman porte sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale, sauf que June elle n'est pas du tout en fait concernée par ce sujet, alors que Athéna, qui était donc son amie décédée sur laquelle elle a travaillé son mémoire, et ben elle était d'origine chinoise. Donc ça... Et ça soulève aussi des problématiques de la représentation et de ces discriminations qu'ont subi donc ces personnes pendant ces événements. Donc dans Babel nous suivons également une personne d'origine chinoise qui va être recueillie par une personne sur place donc en Angleterre et qui va intégrer la merveilleuse université d'Oxford qui porte donc le nom de Babel. Il va y travailler en tant que traducteur, sauf que il se rend compte que le travail qu'il fournit donc en tant que traducteur contribue à discriminer son pays et même pire à attendez. Voilà, il y a une phrase qui m'avait marqué: servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Donc vraiment je pense que ça m'a l'air extrêmement touchant également de ces questions de représentation et de discrimination évoquées dans ces livres. Je clôture ainsi cette sélection. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si nous en avons en commun, si vous les avez déjà lus, est-ce que ils ont été des coups de cœur également pour vous, est-ce que vous en comptez en lire en 2025, et dites-moi quels sont les livres que vous attendez avec le plus d'impatience et que vous pensez qu'ils vont vous marquer et être des coups de cœur pour cette année. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est répertorié en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!